Bonjour Elena Perrault. Bonjour. Vous êtes auteur du livre en russe nommé Poutine, que vous avez présenté au Dialogue franco-russe en 2018. Vous étiez collaboratrice à l'Élysée, dans le cabinet du président Jacques Chirac. Et je rappelle que notre association a été créée pendant cette période de miel entre la Russie et la France. Et il a été pensé par les deux présidents, Vladimir Poutine et Jacques Chirac, comme la passerelle nécessaire entre nos pays. Après, vous avez dirigé à l'Institut français de Saint-Pétersbourg. Vous connaissez les deux pays, c'est pour ça qu'on est là. Et je suis très contente de vous recevoir au Dialogue franco-russe. Pourriez-vous nous rappeler quelques souvenirs, quelques anecdotes de cette époque? De la période élyséenne. Alors, des souvenirs personnels qui me sont chers, permettez-moi de les garder pour moi, mais ce dont je me souviens et qui nous intéresse dans le cadre du dialogue franco-russe, c'est que Jacques Chirac avait, je crois, et il me semble que c'était le dernier président à avoir cette connaissance-là de la Russie, avait une connaissance profonde de la Russie. Il doit cette connaissance en réalité à Paris et à ses promenades au musée Guimet. Il m'a raconté cette histoire une fois, on était dans un avion, alors malheureusement le trajet était franco-français, donc le trajet n'a pas duré très longtemps, j'aurais aimé qu'il dure beaucoup plus longtemps. Il m'a raconté la rencontre qu'il avait faite dans ses jeunes années, il était lycéen, au musée Guimet, d'un vieux monsieur russe blanc. Il a sympathisé avec lui au point de la famille Chirac, Jacques Chirac était fils unique, a invité ce monsieur à habiter chez eux, dans leur chambre de bonne. Il m'a raconté le voyage de ce monsieur en Corrèze. C'était vraiment un monsieur qui vivait avec la famille Chirac. Et ce vieux monsieur, qui est enterré au cimetière de Sainte-Geneviève-des-Bois, a appris le russe au président Chirac. Et non seulement le russe, mais évidemment, il lui a fait passer toute la culture de l'immense Russie, au-delà de la période soviétique, puisque c'est un homme qui avait connu la Russie d'avant. Et donc Jacques Chirac avait cette profondeur du regard sur l'histoire russe. On sait qu'il a traduit Eugène Onegin, Mathilde dit en vers. Cette traduction, malheureusement, n'a jamais été éditée. Il avait proposé tout jeune et tout fougueux cette traduction à plusieurs maisons d'édition qui n'avaient même pas répondu. Et lorsqu'il a été nommé Premier ministre la première fois, ces maisons, certaines, se sont souvenues de cette traduction, lui ont demandé de la publier, et là, c'est lui qui a refusé. Mais au-delà de l'anecdote, si vous voulez, le président Chirac a connu deux présidents russes. En tant que président, il a connu Boris Yeltsin pendant un certain temps, puis Vladimir Poutine. Je crois pouvoir dire, moi j'étais à l'Élysée entre 1996 et 2005, donc j'ai connu les deux mandats présidentiels russes, si je puis dire. Je crois pouvoir dire qu'il a si bien compris la Russie parce qu'il avait il était profondément attaché au caractère multipolaire dans les relations internationales. Et il comprenait, dans la tradition de la famille gaullienne en réalité, qu'une Russie amie de la France était dans l'intérêt de la France. Et qu'il ne fallait surtout pas humilier la Russie. La Russie, dans les années 90, se relevait d'une période extrêmement difficile. Enfin, la chute de l'URSS, ça a été vu de manière très positive par nos yeux d'occidentaux, mais les Russes ont connu, pour les Russes, c'était une période très difficile, au point que le mot même de démocratie a fait l'objet d'un jeu de mots terrible. On l'appelait la merdocratie, dirmakratia en russe. C'est un jeu de mots qui fonctionne dans les deux sens. Et pour traduire la difficulté de vie des Russes dans cette période-là, on peut citer une seule donnée, un seul chiffre, c'est que l'espérance de vie des hommes était tombée à 58 ans. Ça dit tout le reste. Donc cette Russie-là, il ne fallait pas l'humilier, il fallait lui tendre la main, au contraire, l'aider à se relever. Et ça s'est poursuivi avec le président Poutine. Avec le président Poutine, il y avait, je pense aussi, une amitié très forte qui s'est traduite, j'allais dire, par-delà la mort, puisque on se souvient tous que le président Poutine était venu à Saint-Sulpice pour l'enterrement du président Chirac. Je sais qu'ils se sont vus une fois que le président Chirac a quitté l'Élysée dans un cadre strictement privé en Russie et en France. Il y avait en plus, je crois, chez les deux hommes une amitié d'armes, une paramilitaire, si vous voulez, parce que Poutine était un officier, le président Chirac a fait un bout de la guerre d'Algérie, il a connu enfant la Deuxième Guerre mondiale, et donc il savait ce qu'était le prix d'une vie humaine,
ce que ses successeurs ne savent peut-être pas aussi clairement que lui. Hélas. Notre émission sortira quelques jours avant les élections en Russie, les élections présidentielles. Certes, il n'y aura pas beaucoup de surprises par rapport aux résultats, mais sur le fond, donc les élections de 2024, ce sont quand même, il y a une nette différence par rapport aux élections de 2018. À titre d'exemple, je me suis intéressée au vote des Russes de France en 2018. Donc pour Vladimir Poutine, il y avait 62,8%. Et la deuxième opposant, c'était Sobchak, 15,8%. Quelle est votre analyse? Et puisqu'on parle des élections, quelle est la place de l'opposition en Russie? Alors ça, c'est une question délicate parce que vous avez une opposition dans les murs et une opposition hors les murs. Bon, c'est sûr qu'il n'y a aucun suspense par rapport aux résultats. Une blague me revient à l'esprit, une blague qui circule en Russie au moment des élections américaines. Les Russes disent « Ah, ces Américains !» Jusqu'à la veille de l'élection, ils ne savent pas qui va être élu. Sous-entendu, on est plus sérieux et chez nous, tout ça est préparé de manière plus sérieuse. Cela dit, chez les Américains, même après l'élection, on a vu avec la dernière élection, on ne sait pas très bien qui est élu. Enfin, il y a eu un suspense qui a duré quelque temps. La Russie est un monde dans lequel longévité égale stabilité. Dans ce monde, encore une fois, post-année 90, ce monde très bousculé. Et les Russes ont le souvenir de dissensions très fortes internes qui ont conduit à des événements dramatiques. La révolution russe n'est pas si loin dans les esprits. Certes, ça n'est plus un souvenir, c'est de l'ordre de l'histoire, mais ça n'est pas si loin. Nous, notre révolution française est beaucoup plus loin, donc on n'a pas ce souvenir transmis dans les familles d'un affrontement civil, d'une guerre civile russe. Chez les Russes, c'est plus présent. Vous avez évidemment les années 90, ce qui s'est passé en 93, en octobre 93, ces affrontements armés très importants à Moscou. Donc cette violence, si vous voulez, intrinsèque à la politique russe, elle n'est pas très loin. Et je me souviens de l'élection de 2018, vous mentionnez Ksenia Sobchak, j'avais été très choquée lors d'un débat au moment de la présidentielle entre différents candidats. Pas Vladimir Poutine, parce que lui ne participait pas à ces débats, mais parmi d'autres candidats. Et Ksenia Sobchak s'était pris un verre d'eau de la part de Zhirinovsky, si vous vous souvenez, sur un plateau télévisé devant les caméras. Et puis, il y a eu des bagarres au sein de la Douma, des bagarres physiques au sein de la Douma russe. Donc, si vous voulez, cette violence, malheureusement, est encore présente dans le champ politique russe. Alors, que dire des manifestations qui ont pu être conduites à l'appel, par exemple, d'Alexei Navalny à Moscou? On se souvient de scènes de répression féroce. Cela dit, si on parle de l'élection, si on parle de l'opposition, pardon, institutionnaliser l'opposition dans les murs. Bon, le premier parti après Russie unie représenté, c'est le Parti communiste. Le Parti communiste qui va être emmené à l'élection par un candidat très âgé, relativement inconnu. Ce n'est pas Zyuganov qui conduit cette opposition. L'opposition russe n'a pas la même acception que l'opposition française. Et ce qui est très intéressant d'ailleurs, au lendemain de l'élection russe, de l'élection 2018, si vous vous souvenez, Poutine avait réuni l'ensemble des candidats à la présidentielle au Kremlin pour dire, bon, maintenant, des voix différentes se sont exprimées sur les options pour les 6 ans qui viennent pour le pays, maintenant nous travaillons tous ensemble à un but commun. Je n'ai pas le souvenir d'avoir vu, au lendemain d'une élection présidentielle française, le président fraîchement élu inviter à l'Élysée l'ensemble de ses concurrents en disant « bon, le temps de la concurrence des idées est passé, maintenant voyons comment nous pouvons travailler tous ensemble ». Il y a des consultations, Dieu merci, régulières avec les chefs de parti, mais ça n'est pas exactement la même chose. Après, pour ce qui est du paysage politique russe, il a un petit peu changé au cours du dernier mandat de Poutine, dans le sens où les dernières élections législatives ont vu l'apparition d'un nouveau parti. Alors, il est compliqué à traduire en français. En russe, c'est Novoye Lyudzi. En français, on le traduit par nouveau peuple ou nouvelles gens. Enfin, on voit bien qu'il y a là, en tous les cas, un renouvellement. Ce sont des gens relativement jeunes. Et le jeune candidat qui va porter les couleurs de ce parti est crédité aujourd'hui du deuxième score, alors très loin derrière Poutine, mais devant les communistes.
Ce qui veut dire que cette envie, ce besoin de renouvellement, évidemment qu'il pointe le bout de son nez, il arrive. Et c'est parfaitement naturel. Sachant que l'élection qui va avoir lieu en 24 est une élection qui n'aurait pas dû avoir lieu dans ce casting-là, puisqu'il a fallu des amendements à la Constitution votés en 2020 pour permettre à Poutine de se représenter. Et il a fait un score de 76% à la dernière élection. La question, évidemment, n'est pas celle de y aura-t-il un deuxième tour et qui sera le président. C'est intéressant de voir quel score il fera cette fois-là, mesuré par l'Institut Levada, qui est un institut parfaitement indépendant, qui a ce label d'agent de l'étranger, qui était censé être un label mettant en garde le public russe, disant voilà, vous avez des institutions, vous avez des journaux, vous avez même des personnalités aujourd'hui qui sont agents de l'étranger. Ça veut dire qu'ils perçoivent des fonds pour partie de l'étranger, ça ne veut rien dire d'autre, mais ça veut dire aussi en réalité, à mes yeux en tous les cas, un gage d'indépendance par rapport au Kremlin, et finalement ça devient un label de qualité. Donc l'Institut Levada, qui est un institut d'études sociologiques, d'analyse de la Russie très intéressant, et je le dis pour nos amis non russophones, ils ont des pages en anglais qui sont extrêmement bien faites, et bien mesuré par cet institut totalement indépendant, la popularité de Poutine, enfin l'opinion favorable de Poutine au mois de février 2024 était de 86%. C'est même plus peut-être qu'à 2018. C'est plus que 2018, absolument. Et ils ont un indicateur qui paraît tous les mois aussi, qui est très intéressant, c'est le pays va-t-il dans la bonne direction? Depuis que cet indicateur existe, depuis 1996, il atteint son plus haut historique. Ça veut dire que, mesuré par un institut, encore une fois, indépendant, il y a une adhésion très majoritaire à la ligne politique suivie par le Kremlin. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça ne concerne pas seulement la personnalité de Poutine. Vous avez la cote de popularité du Premier ministre, Mishustin, qui est excellente, et la cote de popularité du Parlement et des gouverneurs. Et toutes les courbes, si vous voulez, sont ascendantes. Donc ça dit quelque chose de l'adhésion de la population. Cela dit, l'épisode récent lié à Alexeï Navalny jette quand même une lumière extrêmement sombre sur une partie de la réalité de la scène politique russe. Alexeï Navalny, quelle que soit l'opinion qu'on pouvait avoir de ses engagements politiques, la manière dont il a été incarcéré, condamné en Russie, la manière dont il a été envoyé au bout du monde, et la manière même après la mort dont toutes ces tractations qu'il y a eu pour la restitution du corps à sa famille, ça n'a pas donné une image positive du système carcéral, du système judiciaire russe. Navalny, son poids politique propre, il n'a été mesuré qu'une fois. C'était à l'élection de la mairie de Moscou en 2013, et là il a fait 27%. Pour un homme qui n'était pas très connu à l'époque, c'était un score remarquable. Mesuré par l'Institut Levada, encore une fois, ces jours-ci, après sa mort, on voit que l'adhésion à ses idées était de l'ordre de 11%. Elle était 2 fois plus importante dans les années 20-21. Donc, si vous voulez, il avait perdu de son poids politique. Et le duel qu'il a essayé d'installer entre Poutine et lui, se présentant comme le premier opposant à Poutine, très largement présenté par les Occidentaux comme le premier opposant à Poutine, en réalité n'a pas fonctionné. Mais sur un plan personnel, si vous voulez, je trouve que c'est une tragédie. Et cet homme qui avait beaucoup de charisme, qui avait beaucoup de courage, qui avait une façon de dénoncer la corruption, et la corruption existe, on y reviendra peut-être, mais la manière dont il faisait les choses et la manière dont il était très soutenu par les services occidentaux. Il y a des vidéos qui circulent de lui parlant à des agents du MI6, demandant de l'argent pour des actions précises en Russie. Ça a participé au fait qu'il n'a pas du tout su rassembler une large opposition, en tous les cas une alternative crédible à la ligne suivie par le Kremlin ces dernières années. Et alors, il y a un autre opposant qui est, je trouve, très intéressant,
qui vit à l'étranger également, qui a également séjourné aux frais, si je puis dire, dans les prisons russes, c'est Khodorkovsky. Et ce qui est très intéressant, Khodorkovsky s'est beaucoup exprimé depuis qu'il est sorti de prison, et la manière dont il se dissociait d'Alexeï Navalny sur les actions entreprises par Poutine en Tchétchénie est extrêmement intéressante. Khodorkovsky dit clairement, ce sont des vidéos qu'on peut retrouver, que Poutine a bien fait d'engager la deuxième guerre de Tchétchénie parce que sinon c'était des dizaines de millions de morts à moyen terme, disait Khodorkovsky. Ce qui prend le contre-pied de la ligne suivie par Navalny qui était pour une Russie, si je puis dire, blanche orthodoxe, c'est-à-dire une Russie strictement russe au sens rousski du terme, et pas une Russie dans sa diversité ethnique extraordinaire, dans le sens raciski du terme. Malheureusement, en français, on n'a qu'un seul terme pour exprimer cette russité-là. Dans toutes nos langues européennes, on n'en a qu'un. Et à travers la langue russe, on voit bien que rousski, raciski, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et cette dimension, du coup, du caractère pluriethnique de la Russie, on ne le perçoit pas. Il y a entre 160 et 190 ethnies, il y a 15 langues officielles. Il y a même 2 présidents, puisqu'il y a le président Poutine, il y a le président de la République du Tatarstan. Toutes les autres républiques ont des gouverneurs, mais Tatarstan a un président de la République. Si vous voulez, cette diversité, on ne l'aperçoit pas, et puis qui va avec évidemment une diversité religieuse très importante. Et ça fait partie des angles morts d'un œil occidental sur la réalité de la diversité de la Russie, me semble-t-il. Il y a même une blague... Si on traduit, vous êtes russe de quelle nationalité? Oui. Ce qui explique en partie ce que vous dites. Pour revenir à la personnalité de Vladimir Poutine, vous la décrivez dans votre livre, sa jeunesse, son travail dans les services, comment il est devenu président russe. Aujourd'hui, c'est la personnalité d'un côté la plus détestée par certains, admirée par les autres. C'est quelqu'un de très connu, je dirais, on parle de lui tous les jours, mais comme vous dites, dans votre livre vous dites qu'on ne le connaît pas. Cette fameuse question « Who is Mr. Putin ?» Qui est Monsieur Poutine? Et on dit qu'il y a quand même deux personnes, c'est Poutine avant 2007, discours à Munich, vous pouvez le retrouver sur Internet, et après. Qui est Monsieur Poutine? Alors, faut-il dire qu'il y a plusieurs Monsieur Poutine? Il y a un ouvrage extrêmement intéressant qui est sorti en anglais, à ma connaissance, il n'a pas été traduit en français, qui a été écrit par Fiona Hill et Clifford Gady sur Mr. Putin Operative in the Kremlin, si je me souviens bien, voilà le titre. Et ce livre déclinait les différents visages de Poutine. Il y en avait, je ne veux pas vous dire de bêtises, je ne sais plus combien il y en avait, mais il y en avait un certain nombre. Ce livre était extrêmement bien fait, et c'est en partie pour cette raison que j'ai écrit mon livre, parce qu'il était écrit par des Américains, Fiona Hill était britannique, mais travaillant au Brookings Institution, qui est un think tank américain. C'est des gens qui connaissaient la Russie comme de bons occidentaux pouvaient la connaître, mais qui ne la connaissaient malgré tout pas de l'intérieur. Et je dirais que la meilleure façon, une des façons, en tous les cas une façon plaisante, d'essayer de comprendre Poutine, et ça me ramène à ce livre américain, ils évoquent dans ce livre, et Fiona Hill a été la conseillère de Trump à la Maison-Blanche sur la Russie, donc c'est vraiment intéressant d'essayer de comprendre comment eux percevaient Poutine. Dans ce livre, elle fait une bonne place pour une série que personnellement je recommande à tout le monde de regarder parce qu'il me semble qu'elle donne non pas une clé mais un trousseau de clés géopolitiques pour comprendre et la personnalité de Poutine et les relations diplomatiques sur le continent européen par rapport aux Américains également. C'est 17 moments du printemps. Et Fiona Hill en fait elle le mentionne, elle passe assez vite sur ce film. Ce qu'elle ne voit pas, c'est que le héros qui incarne Stirlitz, qui est le... C'est le film russe le plus vu du cinéma russe par les Russes. Et je suis très frappée que même des bons spécialistes occidentaux du cinéma russe, quand on leur demande quel est le film le plus populaire en Russie, alors ils vont vous parler de Quand passent les cigognes,
Il a eu la Palme d'Or à Cannes, si je ne m'abuse. Mais 17 moments du printemps, personne ou presque ne connaît. Alors on peut le trouver sur Internet, sur YouTube, et quelqu'un a eu la géniale idée de le sous-titrer en français. Donc on entend la belle musique de la langue russe, belle musique tout court, parce que tous les Russes connaissent cette musique-là. Et le personnage de Stirlitz, qui est le héros principal, et qui est en réalité le père tutélaire de tous les hommes du renseignement. Et Poutine est un homme du renseignement, et il le dit, d'autres l'ont dit, c'est parce que ce film, sorti en 1973, je crois, il y a 12 épisodes, donc il faut les voir dans l'ordre, a participé à l'engagement d'un homme comme Poutine et de cette génération-là au sein du FSB. Bon. Donc il faut comprendre pourquoi. Et quand les Russes voient Stirlitz, ils voient... C'est un officier russe infiltré chez les nazis. Donc ces 17 moments, c'est février-mars 1943, si je ne m'abuse. Et c'est un film d'une actualité terrible, même après l'adresse au Parlement de Poutine le 29 février. Il y a eu des tweets, il ne faut plus appeler ça des tweets, mais il y a eu des messages sur Telegram disant entre l'adresse au Parlement le 29 février et l'élection le 17 mars, il y a ces 17 moments du printemps. Donc c'est vous dire à quel point ce film imprègne vraiment la culture russe. Quand les Russes voient ce film, ils ne voient pas seulement l'officier nazi de 1943, l'acteur qui incarne ce personnage, et est un monstre sacré du cinéma, et c'est lui qui a incarné le prince André dans Guerre et Paix 6 ans avant chez Bondarchuk. Donc si vous voulez, il y a une continuité dans l'histoire russe entre se battre contre un envahisseur français, en l'occurrence, puisque c'était Napoléon, en étant le fils d'une grande famille aristocratique russe qui, par parenthèse, parle tout le temps français et pas russe, et se battre contre l'envahisseur allemand nazi quelques décennies plus tard. Poutine est le fils de cette histoire-là, si vous voulez. En plus d'être, évidemment, né à Leningrad, quelques années après la fin de la guerre, mais d'une famille qui a connu le siège de Leningrad. C'est toute une génération, si vous voulez. Il est vraiment à l'image du pays. C'est pour ça que j'ai appelé mon livre « Un Russe nommé Poutine ». C'est un homme ordinaire qui, à un moment, a connu un destin extraordinaire. Mais encore aujourd'hui, après ses 24 ans de pouvoir, il essaye, évidemment il y a une part de communication, mais il y arrive à avoir cette familiarité et cette simplicité avec le russe ordinaire. Et donc cette adhésion à sa ligne, elle veut dire quelque chose. Et son dernier discours, qu'est-ce que vous pensez de ce discours quand il s'est adressé au peuple la semaine dernière, c'était ? Écoutez, c'était le programme pour les 6 ans qui viennent. C'est vrai que la plupart des grands projets nationaux qu'il a lancés là, alors autour de la famille, autour de la jeunesse, avec la priorité des priorités qui est toujours la même depuis 2000, à savoir la démographie, parce que le grand talon d'Achille de la Russie en été, c'est sa démographie. Donc quand on parle de menaces russes aujourd'hui en disant « mais les Russes vont nous envahir demain », on ne se rend pas compte que les Russes, leur problème, ce n'est pas d'envahir des terres et d'annexer des terres dont ils ne sauraient que faire, c'est d'habiter l'espace qui est le leur. On n'est pas dans le même espace-temps entre nous occidentaux et Russes. Quand on a 11 fuseaux horaires à sa disposition, si j'allais dire, enfin, quand on vit dans cette immensité-là, avec une diversité que j'ai rappelée tout à l'heure, mais surtout une priorité interne qui était à l'opposé de l'ouest de la Russie et donc de l'est de l'Europe, qui était l'Extrême-Orient. Si vous voulez, toute l'énergie et le développement économique qui était déployé ces dernières années avant le conflit, il était orienté vers l'Extrême-Orient avec la mise en place du Forum économique de Vladivostok, avec une politique de pionniers à la conquête de ces terres. On donnait des hectares de terre gratuitement à la population d'abord de l'Extrême-Orient, puis de toute la Russie pour développer ces terres-là. D'ailleurs, le seul ministère russe dédié à une région particulière, c'est le ministère du développement de l'Extrême-Orient,
et depuis février 2019 de l'Arctique. Les nouvelles terres russes, si vous voulez, elles sont là, mais elles sont au sein du territoire de la Fédération de Russie. Ces projets nationaux, si vous voulez développer jusqu'en 2030, ce sont des projets nationaux destinés au développement de la Russie, j'allais dire intramuros. Ce qui m'a frappé, mais c'est une anecdote, c'est que d'habitude, il y a toujours le même nombre de drapeaux quand il intervient, de part et d'autre du pupitre. Et là, il y en avait 4 d'un côté et 2 de l'autre. Alors, est-ce qu'il faut y voir une symbolique? Vous aviez 4 mandats passés et puis 2 potentiellement à venir. À titre personnel, je ne pense pas que Poutine veuille s'accrocher, entre guillemets, au pouvoir et aller jusqu'au bout de ce que la Constitution lui permet aujourd'hui. On parlait tout à l'heure de la popularité de Poutine. Il y a eu 2 décrochages récents, encore une fois mesurés par Levada, au moment où il... alors, ce n'est pas lui qui est à l'initiative officiellement de ce changement de constitution pour lui permettre de revenir. C'est une députée qui a une grande aura en Russie, puisque c'est la première femme cosmonaute, Tereshkova, qui a proposé... Absolument, qui a proposé d'annuler ces 2 mandats et donc l'interdiction de se représenter pour une nouvelle série de 2 mandats, ce qui irait jusqu'en 1936. Poutine, c'est une lapalissade, ne rajeunit pas année après année, et donc je pense qu'il ne voudra pas se retrouver dans la situation de l'URSS vieillissante avec cette succession de messieurs pas très jeunes qui ne sont pas restés longtemps au pouvoir, et ça n'a pas aidé à la stabilité de la Russie dans ces années-là. Bon, il y avait une blague qui courait au moment de l'élection de 2018. On voyait Poutine se refléter dans un miroir et en disant pour qui on vote za Brejneva, c'est-à-dire pour le précédent, mais même si on n'est pas russophone, on entend le nom de Brejnev dans Brejneva, et il ne voudrait pas d'une stagnation, je pense, de la Russie liée à des personnes qui seraient vieillissantes au pouvoir. Mais pour ce qui est de la longévité au pouvoir, ça n'est pas une anomalie en Russie. Si on regarde, Poutine évidemment c'est la partie émergée de l'iceberg, mais si vous regardez, il y avait dans l'assistance ce jour-là pour ce discours, il y avait un homme que je connais bien, puisque quand j'étais à Saint-Pétersbourg, c'est quelqu'un à qui j'avais affaire et pour mon bonheur, c'est le directeur du musée de l'Ermitage. Le directeur du musée de l'Ermitage, Piotrowski, dirige ce musée depuis 1992. Je pense à un ministre des Affaires étrangères qui a battu pour l'instant, je crois, le record absolu de longévité au pouvoir en tant que ministre, c'est Gromyko, il est resté 28 ans. Lavrov, qui n'est pas très jeune non plus, est là depuis 2004, ça va faire 20 ans, c'était en mars 2004, qu'il dirige la politique étrangère de la Russie. Donc si vous voulez, la longévité est symbole de stabilité. Mais moi, ce que j'ai vu dans ce discours, c'est un passage de relais. C'est un passage de relais qui se prépare. Poutine se donne du temps. Tous les objectifs des projets nationaux tels qu'énoncés vont en 2030, certains en 2028. Je n'ai pas entendu de date postérieure à 2030. Je ne suis pas sûre que Poutine aille au bout de son mandat. Si vous voulez, l'annulation qu'il y a eu, les amendements à la Constitution, lui redonne la maîtrise du calendrier, en réalité. Mais évidemment que le processus de succession est déjà amorcé. Et il y a notamment, ça me paraît très intéressant de regarder ce qui se passe dans les régions, ce qui se passe avec les élections des gouverneurs. Vous avez des gens jeunes, bien formés, pour partie d'ailleurs certains formés pour une partie de leurs études en Occident. Je crois qu'il y a même des anciens de Sciences Po Paris. Vous avez des gens qui prennent les rênes dans les régions, qui sont nommés ministres, et vous avez toute une jeune génération qui arrive, qui se prépare, et le successeur de Poutine est probablement quelque part, il était probablement dans la salle ce jour-là. C'est toujours une surprise. Préparé. Est-ce que vous savez ce qui est reproché à la Russie en France, aux États-Unis, en Europe?
Est-ce que la Russie est une dictature? La Russie est un régime autoritaire, ça c'est certain. Mais encore une fois, je crois qu'il ne faut pas regarder la Russie avec des lunettes trop occidentales. Dans les analyses, les études, par exemple, d'une ONG que je regarde régulièrement, Transparency International, qui mesure l'indice de perception de la corruption. La Russie est classée avec d'autres dans les États autoritaires. Et d'ailleurs, on parlait de Navalny tout à l'heure, il n'avait pas tort de dénoncer la corruption qui existe en Russie sur 180 pays. Je crois que le dernier classement en 2023 classe la Russie à la 139e place. L'Ukraine ne fait pas beaucoup mieux, 121e, je crois. La France est 21e, cocorico. Mais oui, la Russie est un régime autoritaire, ça, indéniablement. C'est ça ce qui nous sépare, puisque je réfléchissais sur la notion de liberté. Est-ce qu'on la comprend différemment, les Russes et les Français? Pourquoi on ne se comprend pas au niveau officiel? Parce que là, je ne peux pas parler des sociétés civiles, je sais qu'on se comprend très bien, par contre, là, je dois dire à mes auditeurs. On ne se comprend pas, je dirais qu'il y a une grande asymétrie de connaissances réciproques. Je dirais que les Russes connaissent beaucoup mieux la France, l'histoire française et la réalité de la France d'aujourd'hui que les Français ne connaissent alors l'histoire russe, ils connaissent malheureusement assez mal la leur propre. L'histoire russe, ils ne la connaissent pas, elle n'est plus enseignée. Elle a été enseignée, mais elle ne l'est plus depuis quelques années déjà. La langue russe n'est pas une langue très enseignée. Et si vous voulez, il y a tout un moi, je suis très amie, je suis agrégée d'allemand et je suis très amie avec des personnes qui travaillent dans le domaine du franco-allemand. Et côté français, on se désole du fait qu'on a de moins en moins de spécialistes français de l'Allemagne. De moins en moins de germanistes, c'est vrai. Que dire des spécialistes de la Russie? Vous avez beaucoup de gens qui s'expriment dans les médias, qui se disent spécialistes de la Russie, mais qui ne parlent pas un mot de russe. Ça me paraît difficile de comprendre véritablement le code mental, l'ADN d'un pays quel qu'il soit si vous n'en parlez pas la langue. Et je vais vous donner un exemple très simple. Je prends le mot de sécurité, qui se dit en russe « bezopasnost », c'est le fameux B de KGB, de FSB. Bezopasnost, ça veut dire littéralement « absence de danger ». Ça n'a rien à voir avec Poutine. Ça veut dire que les Russes, fondamentalement, se perçoivent en danger. C'est inscrit dans leur langue, donc c'est inscrit dans leur code mental de manière très profonde. Et c'est inscrit, si vous voulez, ou ça s'explique par la géographie et l'histoire de la Russie. Vous n'avez aucune frontière qui protégerait le territoire russe d'une invasion quelconque. Et les Russes ont, dans leur histoire, subi bien des invasions qui ont laissé des traces. Et donc, ils se sentent en réalité vulnérables. C'est très contre-productif quand on parle encore une fois de la menace russe aujourd'hui, mais les Russes se sentent vulnérables. Qui le comprend aujourd'hui dans nos élites occidentales? Et on peut continuer sur tout le champ lexical de la force et de la faiblesse, quand on pense que se détendre, c'est extrêmement positif pour nous, pour tout le monde, se dit s'affaiblir, расслабляться. Vous voyez, donc il faut essayer de rentrer dans la langue, dans la culture d'un pays pour en comprendre la logique, les références. Vous parlez du temps long et effectivement cette longévité, l'expression le temps long est beaucoup employée par les personnalités politiques et journalistes russes. Ce n'est pas la même chose en France. Pour revenir à ça, vous terminez votre livre en remarquant que nous avons 3 siècles de relations diplomatiques. Est tout à fait vrai. En 2017, au Dialogue franco-russe, nous avons célébré cet anniversaire de nos relations. Je me disais que c'était peut-être le seul moment où on pouvait, à ce moment-là, donc c'était dans une grande salle à Paris, on se retrouvait, il y avait des diplomates
français, anciens diplomates, diplomates russes, tout le monde était ensemble et on parlait du futur. Je vous cite, face aux milliards de Chinois, face aux milliards d'Indiens, face au terrorisme islamiste, il serait sans doute temps de penser en Europe et en France, singulièrement, une autre relation à la Russie. Comment la construire, cette autre relation à la Russie maintenant? Bon, là, on est dans un moment très difficile et qui rend d'autant plus impérieux la construction de passerelles. Bon, le dialogue franco-russe est une de ces passerelles. Il faut les multiplier. Bon, à titre personnel, je suis impliquée dans un projet qui verra le jour, j'espère, d'ici quelques mois, d'une revue autour de la Russie. Il y a eu, ça s'est terminé tout récemment, un grand festival de la jeunesse russe, de la jeunesse internationale en Russie. Ça se passait à Sotchi. Je crois qu'il y avait 20 000 participants venus de presque 190 pays, donc la totalité ou presque des pays du monde. Et je regardais la manière dont ça avait été relaté dans le principal journal télévisé russe, Программа Время, que je regarde pratiquement quotidiennement, parce que c'est une façon de comprendre comment l'information est... Vous faites ça après, Elsie, ou avant? Alors j'avoue que je n'ai plus le temps, je n'ai que 24 heures, comme tout le monde, et je n'ai plus trop le temps de regarder certaines chaînes françaises. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les chaînes russes et les chaînes allemandes que je regarde, parce qu'ils ont une façon d'approcher la Russie qui est très intéressante aussi. Eh bien, était donnée la parole évidemment aux Chinois, aux jeunes Chinois, mais beaucoup aux jeunes occidentaux et aux Français. Si vous voulez, malgré alors, est-ce que c'est un nouveau mur? Est-ce que c'est un grand fossé? En tous les cas, malgré ce moment très difficile de non-dialogue et de non-compréhension mutuelle, il y a des graines d'espérance qui sont semées et tout est entre nos mains. Merci Elena de croire au dialogue. Vous le croyez vraiment? Alors j'y crois très profondément et si vous permettez, j'aimerais citer, mais je vais le lire parce que chaque mot compte, un occidental, un américain, un grand américain, George Kennan, qui a traversé le siècle dernier. Je crois qu'il est né à l'époque tsariste, il est né en 1905, il est mort en 2004. Donc il a connu des tsars à Poutine, si je puis dire. Et c'était un historien et un diplomate américain qui avait une vision, alors sans concession, mais très intelligente de la Russie dans toutes ses dimensions. Et alors il écrit ceci en 1951, donc on est très peu de temps après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et il écrit « Quand le pouvoir soviétique aura vécu, ou que ses dirigeants et sa philosophie commenceront à changer, l'une et l'autre issues sont envisageables, nous devrons nous abstenir de tourner nerveusement autour de ceux qui prendront la succession, de tester quotidiennement leurs idées politiques pour déterminer s'ils correspondent à ce que nous entendons par démocrate entre guillemets. Donnons-leur du temps. Laissons-les être russes. Laissons-les résoudre leurs problèmes internes comme ils l'entendent. Les voies qu'empruntent les peuples vers la dignité et un gouvernement éclairé sont les processus les plus profonds et les plus intimes de la vie nationale. Il n'y a rien de moins compréhensible pour les étrangers. Il n'y a aucun domaine où l'influence étrangère peut être plus néfaste. À l'approche d'une élection présidentielle importante en Russie, à l'approche d'une élection présidentielle très importante aux États-Unis, ce sont des paroles très sages. Merci Elena.